Ici le compteur. Ferme les yeux, respire profondément. Laisse le jour s'éloigner, doucement, comme la marée qui se retire sans bruit. Laisse les pensées couler, comme des voiles qu'on détache avant de prendre le large. Ce soir, je t'emmène dans un autre monde. Un monde où les océans sont immenses et pleins de mystères, où la nuit tombe sur des îles inconnues et des rivages encore vierges, où le vent porte les rêves aussi loin que l'horizon. Ferme les yeux et imagine un vieux navire, au bois rugueux, bercé par les vagues du Pacifique. Ses voiles claquent doucement au-dessus de ponts de chêne, et dans le silence du soir, on entend juste le clapotis régulier de l'eau contre la coque. À son bord, un équipage venu d'Angleterre, et un homme, un seul, qui les guide avec une précision presque irréelle. Il s'appelle James Cook. Il n'est pas noble, il n'est pas né dans le luxe, mais il sait lire les astres, écouter les vents, mesurer les courants. Ce soir, son histoire devient la tienne. Ce n'est pas une leçon, ce n'est pas une biographie, c'est une traversée, une invitation au voyage, une dérive lente parmi les cartes incomplètes, les îles à nommer, les peuples à rencontrer, loin du tumulte, loin du bruit, dans la douceur des mers du Sud. Alors détends-toi et laisse-toi porter. Nous larguions les amarres. Le ciel est gris ce matin-là, à Whitby, ce petit port du nord-est de l'Angleterre, blotti contre les falaises et battu par les vents du large. Les mouettes tournent dans l'air salin, criardes et indifférentes, et sur les quais, les cordages gémissent doucement contre les mâts des goélettes. C'est ici, dans cette atmosphère de varech et de bois mouillé, que commence vraiment l'histoire de James Cook. Pas encore navigateur, pas encore capitaine, pas encore explorateur, simplement un jeune garçon des terres, né loin de la mer, dans un hameau discret du Yorkshire. Mais quelque chose en lui appelle l'horizon, pas un rêve d'évasion, non, plutôt une sorte d'attraction irrésistible, comme un aimant tirant l'âme vers l'inconnu. À 13 ans, il travaille déjà dur, mais c'est à 17 qu'il rejoint Whitby et qu'il découvre les bateaux charbonniers, de simples navires de commerce ronds et lourds qui transportent la houille le long des côtes. Rien d'exotique, rien de glorieux, mais il y a le roulis, les nuits sur le pont, le souffle humide de la mer et les étoiles comme boussole. Cook observe, apprend, retient. Il gravit les échelons, matelot, puis maître d'équipage. Puis un jour il fait un choix que peu auraient fait. On lui propose un navire de commerce, une vie stable, modeste, mais assurée. Il refuse. Il veut apprendre à cartographier les côtes, à comprendre le monde. Alors il entre dans la Royal Navy. C'est là que les choses prennent forme. Il se distingue vite, pas par son charisme, pas par ses discours, par son sérieux, sa précision, sa capacité à noter, à calculer, à dessiner. Il trace des cartes des rivières canadiennes avec une justesse que peu atteignent. Il comprend le temps, les marées, les vents, comme d'autres comprennent une langue. Et autour de lui, on commence à murmurer son nom, pas avec faste, avec respect. Puis vient l'opportunité, une mission, officiellement un voyage d'observation astronomique pour suivre le passage de Vénus devant le Soleil. Mais tout le monde sait que ce n'est qu'un prétexte. Le vrai but, c'est Terra Australis, ce continent du Sud que certains imaginent gigantesque, inconnu, peut-être peuplé, peut-être riche, peut-être rien du tout. Personne ne sait vraiment. Alors on lui donne un navire, l'Endeavour, pas grand, pas neuf, mais solide. À bord, une 50aine d'hommes, des marins, des savants, un botaniste, un dessinateur, un petit monde hétéroclite, embarqué pour un voyage sans certitude.
Il quitte Plymouth en 1768. Le vent est bon, les voiles se gonflent, et l'Angleterre s'efface lentement derrière eux. Les jours deviennent des semaines, les semaines des mois. Ils traversent l'Atlantique, longent les côtes du Brésil, passent par le cap de Bonne-Espérance, et toujours plus loin, toujours plus au sud, bientôt, l'océan devient plus vaste, plus vide, plus froid aussi. Les nuits s'étirent, le silence s'installe, les étoiles changent, les constellations ne sont plus les mêmes, et les hommes, eux, commencent à changer aussi. Leurs repères se dissolvent, le temps s'efface, ils entrent dans une autre dimension, celle du grand large, celle des mers du Sud, loin de tout, loin de tous. Et Cook, lui, reste là, calme, précis, imperturbable. Chaque jour il note, chaque jour il mesure, il tient ses journaux, trace ses cartes, observe les rivages, les nuages, les oiseaux. C'est une obsession, une façon d'exister, de dompter l'inconnu par la rigueur. À bord, on l'écoute, on le respecte, parfois on le craint un peu, mais jamais on ne doute de lui. Et quand ils atteignent Tahiti après des mois de mer, c'est un monde nouveau qui s'ouvre devant eux, des plages de sable clair, des lagons d'azur, des montagnes couvertes de végétation, des hommes et des femmes à la peau cuivrée, aux gestes lents, au sourire franc, une société différente, avec ses codes, ses rites, sa poésie. Loin de la rudesse des ports anglais, c'est une parenthèse de douceur. Les marins se détendent, rient, certains tombent amoureux, le temps semble suspendu, mais Cook, lui, n'oublie pas. Il observe toujours. Il cartographie l'île, prend des notes sur les plantes, les animaux, les coutumes, pas avec mépris ni condescendance, avec curiosité, avec respect. Il sent qu'il touche là quelque chose d'unique. Il n'y a pas encore les tensions, les conflits, les malentendus. Il y a juste la découverte, l'étonnement, la rencontre. Et puis un jour, il faut repartir, toujours plus loin, vers l'inconnu, vers les terres qu'on dit au sud, vers les îles perdues, les récifs invisibles, les vents contraires. Alors l'Endeavour lève l'ancre à nouveau et s'enfonce dans l'immensité, avec à sa proue les rêves d'un homme qui regarde l'horizon sans jamais cligner des yeux. L'Endeavour fend l'océan, lentement, comme un scarabée de bois porté par des vents anciens. Chaque jour l'équipage scrute l'horizon, guette une voile, un oiseau, un cygne, quelque chose. Mais tout autour, ce n'est que bleu, un bleu profond, liquide, qui respire à chaque vague. Les hommes dorment dans la chaleur lourde de la cale, les hamacs grincent au rythme des balancements et les sabords, entrouverts, laissent entrer une lumière diffuse, couleur de cuivre et d'iode. Le temps a changé de visage. Ici, il ne se compte plus en heures, mais en quarts de veille, en repas de bord, en phases de lune. James Cook, lui, reste droit. Il note, il trace, il observe les astres. Il relève les latitudes et les longitudes avec une précision que même les savants admirent. Il parle peu, il pense beaucoup. Ce n'est pas un rêveur, mais il sait que quelque part devant lui, bien au-delà de l'horizon courbe, se cache une île qu'on appelle Otaheite et qu'on dit accueillante, douce, vaste comme un jardin au milieu de l'océan. Elle est leur destination officielle. C'est là qu'ils doivent observer le passage de Vénus devant le Soleil. Un événement rare, presque sacré pour les astronomes de la Royal Society. Mais Cook sait qu'au-delà des étoiles, on cherche autre chose. On cherche des terres, des ressources,
des routes. C'est un voyage d'observation, mais c'est aussi une expédition d'ambition. Le calme de la mission masque la soif d'empire. Quand enfin les premiers reliefs se dessinent, quand la ligne sombre d'une montagne émerge du flou du matin, les hommes montent sur le pont, bouche bée, éblouis. Devant eux, une île surgit comme un mirage, une terre verte, luxuriante, posée sur un lagon clair. Des cocotiers se balancent au vent, des pirogues s'approchent, des chants s'élèvent. Ils sont arrivés. Tahiti, l'île au cœur tranquille. Le mouillage est facile, le lagon est large, les récifs les protègent du large. Le soleil tape fort, mais la brise marine adoucit l'air. Très vite, les premiers échanges se font. Des présents, des gestes, des regards. On s'apprivoise, on se jauge. Il y a du rire, de la surprise, de l'étonnement partagé. Les Tahitiens viennent à bord, curieux. Ils touchent les vêtements, les instruments, les objets inconnus. Les marins descendent à terre, fascinés par la douceur de vivre. Ici, la nourriture est abondante, le climat clément, les mœurs plus libres qu'en Angleterre. Cook ne se laisse pas griser. Il sait que l'équilibre est fragile, mais il observe. Il comprend vite la hiérarchie, les rites, les traditions. Il se lie d'amitié avec un chef. Il apprend des mots. Il respecte les codes. Le passage de Vénus se prépare. Le site d'observation est installé à terre. Un petit fortin de bois, quelques tentes, des instruments posés sur des trépieds. Le jour venu, tout le monde retient son souffle. Cook note l'heure, l'ombre, la position. Le ciel est dégagé. Le phénomène est bref mais grandiose. Un point noir passe devant le disque solaire, silencieux, lointain, comme si les dieux eux-mêmes glissaient un grain de sable sur l'œil du monde. Les savants sont ravis. Mais Cook sait que son vrai voyage commence maintenant, car désormais sa mission devient l'exploration. Il doit continuer vers l'ouest. Il doit trouver cette fameuse Terra Australis, le continent hypothétique du Sud. Il repart. L'équipage, à regret, quitte l'île. Certains marins pleurent. Ils laissent derrière eux des compagnes, des promesses, des souvenirs de paix. L'Endeavour s'éloigne doucement, le vent se lève, la mer s'ouvre à nouveau devant eux, et Tahiti disparaît dans la brume comme un rêve trop beau pour durer. Le navire longe d'autres îles, explore des archipels. Les noms s'ajoutent sur la carte. Raiatea, Bora Bora, Wahin. À chaque escale, Cook dessine, mesure, compare. Il trace le contour de terres encore absentes des atlas. Les rencontres sont parfois calmes, parfois tendues. Il y a des malentendus, des craintes, mais rarement de violence. Cook veille à la discipline. Il interdit les abus. Il veut comprendre, pas dominer. L'océan, lui, continue de les bercer. Il est immense, changeant, imprévisible, parfois lisse comme un miroir, parfois creusé de houles épaisses. Les nuits sont longues, étoilées. Le silence est presque religieux. Les hommes se perdent dans la contemplation. Le temps se dilate. Chaque jour ressemble au précédent, mais reste unique. Et puis un matin, une côte se dessine. Une terre longue, haute, inexplorée. Cook s'approche. Il la longe. Il l'étudie. C'est la Nouvelle-Zélande. Une île vaste, aux montagnes découpées, aux forêts profondes, habitée par un peuple fier, les Maoris. Le contact est plus difficile. Les Maoris sont méfiants. Ils ont connu d'autres visiteurs. Il y a des heurts, des morts. Cook est affecté, mais il continue. Il cartographie. Il corrige les erreurs des anciens navigateurs. Il ne voit pas la terre comme un trésor à prendre. Il la voit comme un mystère à comprendre. Il reste des mois en mer. Il explore les deux grandes îles. Il note tout.
les vents, les courants, les plantes, les animaux. Il rencontre des chefs, échange des présents, tente de calmer les tensions. Il respecte les différences, mais il avance, toujours. Il trace sur ses cartes les contours de ce monde nouveau, et puis, quand tout est noté, tout est compris, ou presque, il repart. Direction l'ouest, vers l'inconnu, vers une autre terre encore. L'Endeavour glisse vers l'ouest. Les hommes sont fatigués, le bois du navire craque davantage, les vivres s'amenuisent, mais une énergie étrange les anime. C'est l'intuition de l'inconnu, le sentiment que quelque chose d'important approche. Cook, comme toujours, est debout à l'aube. Il regarde l'horizon, les yeux plissés, la main en visière. Et un matin, enfin, la ligne nette d'une terre se dessine. Immense, plate d'abord, puis vallonnée. Un rivage long, ocre et vert, qui semble n'avoir jamais été foulé. Ils viennent de toucher les côtes de ce qu'ils appelleront bientôt l'Australie, mais ils ne le savent pas encore. Pour l'instant, c'est juste une étendue sauvage, silencieuse, mystérieuse. Cook approche avec prudence. Il longe les rives, observe les baies, les falaises, les plages. Il note tout. Il nomme les caps, les criques, les promontoires. Il appelle un endroit la baie de Botany à cause de la richesse végétale qui découvre le botaniste Banks. Des plantes inconnues, des fleurs étranges, des arbres noueux. La nature ici est différente, plus rude, plus ancienne. Les chants d'oiseaux ont une tonalité autre, les couleurs du sol, les reflets de l'eau, la densité de la lumière, tout semble appartenir à un autre monde, un monde qui a évolué loin du reste, dans le secret de l'hémisphère sud. Les premiers contacts avec les peuples aborigènes sont brefs, lointains. Ils observent que les marins depuis les fourrés, immobiles, méfiants. Cook essaye de ne pas effrayer. Il veut comprendre, mais la rencontre est difficile. Il n'y a pas de langue commune, il y a surtout une distance de regard. Ce n'est pas un choc de civilisation brutale, c'est un frisson, une tension sourde, un silence plus fort que les mots. Les aborigènes voient des hommes pâles débarquer avec des objets brillants, des gestes inconnus, et les marins, eux, essaient de lire des visages qu'ils ne savent pas encore comprendre. Cook respecte. Il ne prend pas possession. Il ne plante pas de drapeau. Il explore. Il trace. Et plus il avance le long de la côte, plus il réalise l'ampleur de ce qu'il découvre. Cette terre est gigantesque. Elle semble sans fin. Les jours s'allongent, les vents changent, les cartes se noircissent de traits, de noms, de notes. Chaque baie est un monde, chaque cap une énigme, et pourtant tout semble habité d'un ordre ancien, comme si cette terre vivait en paix avec elle-même depuis toujours. Un matin, alors que le soleil se lève dans une brume dorée, l'Endeavour s'engage entre deux hauts récifs. Soudain, un craquement, puis un choc. Le navire vient de heurter un récif invisible. La coque est fendue, l'eau s'engouffre. Panique, cris, ordre lancé. Les hommes écopent, s'activent, colmatent. Cook reste calme. Il organise, décide, dirige. Ils réussissent à stabiliser la brèche. Mais il faut trouver un endroit pour réparer. Ils trouvent une crique isolée. Ils mettent le navire au sec. Ils démontent, reforment, recousent la coque, comme on soigne un corps blessé. Pendant des semaines, ils vivent là, à l'écart du monde. Ils chassent, pêchent, apprennent à connaître les plantes locales. Certains tombent malades, d'autres guérissent. Le temps passe lentement. Et Cook, lui, continue à noter. Même au cœur du danger, même dans l'attente, il trace, il observe, il comprend. Il voit cette terre non comme un trésor à conquérir,
mais comme un livre ancien à déchiffrer. Quand enfin l'Endeavour peut repartir, c'est avec un sentiment étrange, celui d'avoir frôlé la fin, mais aussi d'avoir touché quelque chose d'immense. L'océan s'ouvre à nouveau, la terre s'éloigne, et les étoiles reviennent. La route du retour commence. Ils passent par le détroit de Torrès. Ils croisent d'autres îles, d'autres peuples. Ils laissent derrière eux des côtes dont ils ont redessiné les contours. Et dans les cales du navire, il y a des plantes, des dessins, des pierres, des eaux, des souvenirs. Mais il y a surtout des pages et des pages de journaux, de croquis, de cartes. Cook a fait plus qu'un voyage. Il a transformé la façon dont on voit le monde. Et pourtant, il reste humble. Ce n'est pas un conquérant, c'est un témoin. Quand enfin ils atteignent Batavia, l'actuel Jakarta, les hommes tombent malades. Fièvre, dysenterie, fatigue. Beaucoup meurent. C'est une étape terrible. Le retour vers l'Europe devient une épreuve. Mais Cook tient bon. Il écrit, il veille. Il ramène l'Endeavour en Angleterre après 3 ans en mer, 3 ans de découverte, de danger, de merveilles. Quand il revient, il est accueilli avec étonnement, pas avec faste, mais avec respect. Il est promu, écouté, lu. Ses cartes font autorité, ses observations éclairent les savants, et lui déjà pense à repartir. Il sait qu'il reste des zones floues, des côtes à préciser, des mers à sonder, et il sait, au fond de lui, que l'histoire ne fait que commencer. Le vent siffle plus fort, l'océan s'assombrit, les voiles claquent comme des tambours dans la nuit. Nous ne sommes là plus dans les eaux tièdes de Tahiti, ni au large des plages lumineuses d'Australie. Nous sommes bien plus bas, là où les cartes blêmissent, là où la mer devient un désert mouvant, imprévisible et glacé. James Cook est reparti. Ce n'était pas assez. Ce premier voyage n'avait pas suffi. Il lui fallait comprendre ce mystère que tous évoquaient sans le voir. La Terra Australis, cette terre supposée, immense, qui devait équilibrer le globe, ce continent fantôme inscrit sur les cartes anciennes, comme un secret pesant que personne n'avait encore su percer. Alors Cook repart, cette fois à bord du Resolution, un navire plus solide, plus adapté à la haute mer. Il y embarque à nouveau des savants, des dessinateurs, des astronomes, mais aussi des souvenirs du premier voyage, des gestes appris, des mots polynésiens, des visages lointains. Il met le cap vers le sud, vraiment vers le sud, là où peu ont osé s'aventurer, là où la mer s'élargit en une spirale glacée. À mesure qu'ils descendent dans l'hémisphère, les vents deviennent plus violents, les vagues plus hautes, la température chute, le givre couvre les haubans, les hommes grelottent dans leurs cabans mouillés, le feu, rare et précieux, devient l'unique chaleur des nuits. Cook reste calme, il prend soin de ses hommes, il veille à l'hygiène, il surveille les rations, il fait bouillir l'eau, il fait distribuer du jus de citron pour prévenir le scorbut. Il sait que ce n'est pas une aventure, mais un combat contre l'invisible. Et pourtant, malgré la rudesse, malgré les nuits noires et les tempêtes qui vrillent les mâts, une beauté étrange se déploie dans ce désert de Héeux. Les ciels sont d'un bleu profond, presque métallique. Les levées de soleil enflamment les nuages de pourpre et d'or. Les albatros accompagnent le navire, planant sans effort au-dessus des crêtes d'écume. Puis, un jour, la glace. Des blocs épars, d'abord, flottants, blancs comme des os géants. Puis une ligne plus dense, une barrière. Cook s'en approche. Il voit les icebergs, massifs, immobiles, dressés comme des cathédrales de silence. Il sait que derrière, peut-être, il y a encore une terre, mais il ne peut pas passer. Le froid est trop fort, le danger trop grand,
le Resolution tangue, se faufile entre les plaques, les marins frappent les voiles pour dégager le givre, et toujours ce silence blanc, ce silence qui grince dans le vent. Cook n'insiste pas, il sait reculer, il sait attendre, il longe la frontière glacée du monde, il reste des semaines dans ces eaux dures, il observe, il note, il comprend que la Terra Australis telle qu'on l'imaginait n'existe pas. Il n'y a pas de continent riche, tempéré, vaste. Il n'y a que cette désolation belle et froide. Il l'écrit, il l'affirme, et ce faisant, il efface un mythe vieux de siècles. Il libère la pensée européenne de cette chimère. Puis, lentement, il remonte. Il retourne dans le Pacifique. Il revisite les îles. À Tahiti, on le reconnaît. On l'accueille comme un ami. Mais le monde a changé. La présence anglaise a laissé des traces, des maladies, des déséquilibres. Cook le voit. Il ne comprend pas tout, mais il sent la cassure. Il poursuit pourtant. Il explore encore. Il découvre de nouvelles terres, des archipels oubliés, des îles minuscules perdues dans l'océan infini. Il croise Tonga, Samoa, l'île de Pâques, le Vanuatu. Partout il observe, il dessine, il parle quand il peut, il écoute toujours. Parfois, il est reçu avec chaleur, parfois avec méfiance, mais il garde cette posture d'observateur. Il ne cherche pas à dominer, il veut comprendre. Et tout autour de lui, l'océan, inépuisable, hypnotique. Certains marins deviennent nerveux, ils rêvent du retour, ils craignent les naufrages, les maladies, les peuples hostiles, mais Cook les rassure, il est leur nord, même quand le compas devient fou. Il retourne en Nouvelle-Zélande, il précise ses cartes, il affine les contours, il compare, il complète, il relie. Ces cartes sont désormais les plus précises du monde. Chaque crique, chaque baie, chaque cap y est dessiné avec une rigueur extraordinaire. Et puis il repart vers le sud, encore, toujours, comme s'il ne pouvait plus s'arrêter. Le voyage devient une boucle sans fin. Il explore jusqu'à la limite, puis rentre. En Angleterre, il est accueilli en héros discret. Il est célébré. Mais lui ne cherche ni les fêtes ni les honneurs. Il pense déjà au prochain départ, car il y a encore un passage à trouver, le passage du Nord-Ouest, une route entre l'Atlantique et le Pacifique, par le nord du continent américain, un rêve ancien, un fantasme, mais il veut essayer, encore, un dernier voyage, le plus risqué, le plus lointain. Il embarque une dernière fois, et dans ses yeux toujours l'horizon, celui qui appelle, celui qui échappe, celui qui ne ment jamais. L'air est plus dense, les jours sont plus courts, l'Endeavour appartient au passé, le Resolution est de retour, mais ce n'est plus exactement le même navire. Il a vieilli, comme ceux qui y embarquent à nouveau. Le dernier voyage commence, celui du retour du sommet de la boucle. Cook ne le sait pas encore, mais il ne reviendra pas. Il a quitté l'Angleterre en 1777 avec une idée précise. Trouver le passage du Nord-Ouest, une voie maritime mythique, glacée, presque légendaire, entre l'Atlantique et le Pacifique, au nord du continent américain. Une route de tous les dangers. Il sait ce qui l'attend. Les glaces, les cartes floues, les tempêtes. Mais il y va, comme toujours, avec calme, rigueur, dignité. Il n'est plus tout jeune. Son visage est creusé par les vents du monde, son regard plus lointain. Mais l'éclat y est toujours, cette flamme discrète de celui qui cherche encore à comprendre. Il longe les côtes de l'Amérique, passe le cap Horn, remonte lentement vers le Grand Nord. Les eaux deviennent plus sombres, plus froides. Des nappes de brume montent du large.
des bancs de glace dérivent comme des bêtes lentes. Cook pousse, insiste, mesure chaque crique, chaque baie, mais le passage se dérobe, les glaces ferment la voie. Il comprend que ce rêve aussi doit être abandonné, que la nature décide, toujours. Alors il redescend, il fait escale à Hawaï, un archipel qu'il découvre, ou plutôt redécouvre, car il y est passé auparavant sans y prêter toute l'attention qu'il aurait dû. Cette fois l'accueil est incroyable. Les habitants, les Kanakas, voient en lui une figure presque divine. Les cérémonies se succèdent. On l'honore, on l'admire. Des danses, des offrandes, des chants, un respect presque mystique. Cook est troublé. Il ne comprend pas tout. Il sent une ferveur qu'il n'attendait pas. Lui, l'observateur, devient objet d'observation. Il s'inquiète, car il sait que l'admiration peut se transformer, que le moindre faux pas, le moindre malentendu peut tout faire basculer. Il l'a vu ailleurs, et ici, les signes s'accumulent, des tensions surgissent, des objets volés, des gestes mal interprétés. Cook tente de garder le contrôle. Il demande que l'ordre soit rétabli. Il reste ferme, mais juste. Pourtant, les équilibres sont fragiles, très fragiles. Lorsqu'un canot est volé, Cook décide de prendre un chef hawaïen en otage pour forcer la restitution. Une erreur, une décision désespérée, mal comprise, mal ressentie. Le matin du 14 février 1779, il descend à terre. La plage est calme, trop calme. Les visages sont fermés. Les regards ont changé. L'atmosphère est lourde. Il avance. Il parle. Il tente d'expliquer. Mais le dialogue est rompu. La tension est trop forte. Les voix montent. Des cris éclatent. Un coup, puis un autre. Cook recule. Il ne fuit pas. Il ne comprend pas encore qu'il est trop tard. Une lance jaillit. Un poignard. Un mouvement rapide. Il tombe. Le sable se teinte de rouge. Les vagues recouvrent le murmure. James Cook meurt là, au bord de l'eau, sur cette île lointaine qu'il n'a fait que frôler, loin de l'Angleterre, loin des cartes, loin de tout. Ses compagnons récupèrent son corps. Ils repartent, bouleversés. Le silence remplace les ordres, le vide remplace la direction. Et pourtant, quelque chose de lui reste, dans chaque île qu'il a touchée, dans chaque carte qu'il a dessinée, dans chaque regard qu'il a croisé. Il ne cherchait pas à conquérir, mais à comprendre. Il ne voulait pas imposer, mais révéler. Il était fait de rigueur et de silence, d'humanité retenue. Il avait vu plus que n'importe quel homme de son temps, et il était mort comme il avait vécu. En avançant, le résolution rentre sans lui, mais avec ses journaux, ses cartes, ses observations, l'Europe découvre stupéfaite l'étendue de ce qu'il avait vu. Des terres inconnues deviennent des noms, des marges deviennent des contours. Grâce à lui, le monde devient plus précis, mais aussi plus vaste, car plus on voit, plus on comprend ce qu'on ignore. Cook avait ouvert des portes, pas seulement sur des territoires, mais sur des façons de voir, de comprendre, de respecter. Il n'était pas parfait, il faisait partie de son époque, mais il avançait à sa manière contre les courants du monde. Ce n'est pas sa mort qui fait sa légende, c'est son regard, ce regard calme, posé, que rien ne détournait, ni la peur, ni la gloire, ni le doute. Il était de ces hommes que l'horizon ne fatigue jamais, et qui ne cessent de naviguer, même après leur dernier souffle. Le vent s'est calmé, les voiles reposent
molle et pleine d'ombre, comme de grandes ailes repliées. Le navire avance à peine, porté par un souffle invisible, aussi léger que la mémoire. Les hommes dorment, certains dans leurs hamacs usés, bercés par les craquements familiers du bois et la plainte douce des cordages. D'autres veillent, mais les yeux à moitié clos, le regard perdu quelque part entre l'obscurité du ciel et celle de la mer. Tout est silence, le genre de silence qu'on n'entend qu'au large, loin des côtes, loin des villes, loin de tout ce que l'on connaît. Il est fait d'air, de sel, de nuit, de temps. Et dans ce silence quelque chose s'installe, une paix peut-être, ou un vertige, le sentiment profond que le monde continue de tourner lentement sans besoin de nous. Cook n'est plus là, son pas ne résonne plus sur le pont, sa voix ne commande plus les manœuvres, son œil ne scrute plus la ligne de l'horizon, mais tout dans ce navire porte encore sa trace, les instruments rangés avec soin, les cartes pliées, les journaux de bord annotés soigneusement, les gestes répétés par ceux qui l'ont suivi, imités sans y penser, comme des échos d'un homme toujours présent. Il est parti sans bruit, comme il a vécu, avec cette discrétion ferme, cette manière d'être là sans occuper tout l'espace. Ce n'était pas un homme d'éclat, pas un héros spectaculaire. Il avançait lentement, avec méthode, avec respect. Il ne voulait pas changer le monde, il voulait juste le comprendre, l'observer, le nommer, le traverser, le regarder dans les yeux sans le forcer à se plier. Il a vu plus de terre que presque aucun homme de son siècle. Il a écouté plus de langues, il a rencontré plus de peuples, il a dessiné plus de côtes, et pourtant, il n'a jamais cessé d'être attentif. Pas un détail ne lui échappait, pas un geste, pas un vent, pas une étoile. Il cartographiait non seulement les rivages, mais aussi les climats, les courants, les plantes, les sons. Il écrivait tout, jour après jour, ligne après ligne, comme s'il avait su que le monde, un jour, voudrait se souvenir. Et maintenant, il est là, quelque part entre les vagues, entre les noms, entre les pages, dans le balancement d'un hamac, dans le grincement d'un mât, dans le silence entre deux souffles. Il est là, au cœur de l'océan qu'il n'a jamais vraiment quitté. Le monde d'aujourd'hui est tracé par ses pas. Ses cartes ont redessiné les contours du globe. Elles ont ouvert des routes, elles ont corrigé les erreurs, elles ont fait tomber les mythes. La Terra Australis, ce continent du Sud qu'on croyait gigantesque, il l'a réduit à une ligne de glace. Il a arraché le monde à l'imaginaire pour le ramener à la réalité, mais sans jamais le rendre froid, car même ses relevés les plus techniques étaient pleins de poésie. Il dessinait des caps, mais il nommait aussi des criques douces, des baies silencieuses, des îles suspendues dans la brume. Il savait que la géographie est aussi une affaire de cœur, qu'une carte est un récit, et que chaque ligne peut être une phrase murmurée à celui qui cherche encore. Il n'a jamais prétendu tout savoir. Il doutait, il hésitait, mais il avançait, toujours, par mer calme ou par tempête, avec des hommes fatigués, des navires usés, des boussoles parfois folles, et pourtant, jamais il n'a reculé. Il regardait l'inconnu sans peur, non par bravoure, mais parce qu'il avait confiance, confiance en ce qu'on peut apprendre, confiance en ce que l'on découvre quand on écoute plus qu'on ne parle. Son dernier souffle s'est perdu sur une plage étrangère, sous un ciel qu'il venait à peine de nommer. Ce n'était pas prévu, ce n'était pas noble, mais c'était logique. Il est mort comme il a vécu, loin, debout, face à l'horizon. Et ce soir, dans le calme qui t'enveloppe, dans le balancement lent de ton souffle, il est encore là, pas comme une image figée, mais comme une présence douce, discrète,
un homme debout sur le pont d'un navire oublié, regardant l'invisible, écoutant les étoiles, sentant le vent. Il n'attend rien, il avance. Il sait que le monde ne s'arrête jamais. Il sait que la mer est une mémoire et que ceux qui écoutent peuvent toujours l'entendre. Tu n'as plus rien à faire maintenant. Le voyage est terminé. Tu as traversé les océans, marché sur les plages inconnues, dormi sous les palmiers, survécu aux tempêtes. Tu as été matelot, navigateur, témoin. Tu as vu le monde à travers ses yeux et tu n'as pas besoin de retenir. Il suffit d'avoir ressenti, d'avoir été porté, d'avoir un instant dérivé hors du temps. Alors laisse-toi bercer, laisse les images s'effacer, laisse les noms redevenir silence. Il ne reste plus que l'eau, le ciel et la douce promesse d'un monde qu'on ne comprendra jamais tout à fait, mais qu'on peut aimer quand même. Tu t'endors, ton souffle devient plus lent, tes pensées se dissolvent, tu es à bord, le vent te guide, et tout doucement, tu rejoins le sommeil, là où s'endort le monde. Si cette histoire vous a plu, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. C'était le Conteur. À bientôt pour de nouvelles histoires.